toutes et à tous, hi guys. Alors le décor a un petit peu changé pour ceux qui l'ont remarqué. En fait, voilà, c'est les vacances, c'est l'été, donc je prends du bon temps pour me changer les idées, mais on continue les vidéos pour enrichir vos connaissances scientifiques. Alors quand on aime, on ne compte pas. Alors mes chers abonnés, dans cette vidéo de mon channel L'amour de la science, j'ai choisi de présenter pour vous, mes chers abonnés, un autre grand auteur dans la littérature économique et financière. Cet auteur est lauréat du prix Nobel, donc ses travaux ont été récompensés par le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel en 2016. Il est connu pour ses travaux et ses contributions à la finance au vu à travers de la théorie des contrats incomplets. Alors, l'avez-vous deviné, mes chers abonnés? Bravo! Il s'agit bien d'Oliver Hart. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble, mes chers abonnés, la biographie d'Oliver Hart et la genèse de son œuvre. Alors, Hart est professeur à la prestigieuse Harvard Business School, située à Boston, dans le Massachusetts. Il a également enseigné à l'université de Cambridge en 1975, à la London Business School of Economics en 1982 et au MIT, Massachusetts Institute of Technology en 1984. Les travaux de Hart portent principalement sur la finance d'entreprise à travers la théorie des contrats incomplets. Alors, dans un premier temps, on va voir comment Hart propose le contrat incomplet pour faire face au phénomène de hold-up. Donc, qu'est-ce que le hold-up? Alors, avant de définir le hold-up, je vais vous expliquer l'idée de Hart. Hart nous dit que rédiger un contrat de long terme, on va prendre l'exemple entre une centrale d'électricité et une mine de charbon, est très difficile. Donc un contrat de long terme entre deux grandes parties, deux industries, la centrale d'électricité d'un côté, la mine de charbon de l'autre est très difficile. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il est difficile d'anticiper toutes les contingences futures, tous les facteurs extérieurs possibles, toutes les variations possibles dans l'environnement. Par exemple, fluctuation du prix de charbon, des technologies nouvelles qui pourraient impacter l'efficacité de la centrale d'électricité, etc. Alors, en plus, il nous dit, si le contrat doit être négocié, renégocié, après l'investissement initial, la répartition du surplus rémunère généralement insuffisamment l'investisseur. Et là, on parle du phénomène de hold-up, ou le problème de hold-up, qui va conduire les parties à sous-investir en engendrant une perte de surplus elle-même source de transactions. En fait, le problème de hold-up, c'est simple. Il décrit une situation où une partie investit dans un projet spécifique, par exemple, la mine de charbon va investir. Mais une fois l'investissement réalisé, l'autre partie, par exemple la centrale d'électricité, va chercher à renégocier le contrat de manière à capter une part disproportionnée de bénéfices. Cela peut donc conduire à un sous-investissement initial, pas de la part de la mine de charbon, parce que la mine de charbon va anticiper ce risque que la centrale d'électricité souhaite l'exploiter et donc va sous-investir initialement pour éviter toute exploitation de la part de la centrale d'électricité. Je vais vous donner un exemple plus concret. Imaginez que la mine de charbon doit investir 10 millions d'euros dans une nouvelle infrastructure.
pour fournir du charbon, mais exclusivement à la centrale d'électricité. Alors, une fois cet investissement réalisé, la centrale d'électricité va chercher à renégocier le contrat et va par exemple décider de ne payer que 90% du prix convenu, sachant que la mine de charbon ne peut pas facilement vendre son charbon ailleurs puisqu'elle a développé l'infrastructure spécialement pour la centrale d'électricité. Face à ce chantage, la mine de charbon pourrait accepter de nouveaux termes pour éviter de perdre son investissement. Mais aussi, la connaissance de ce risque peut la dissuader de réaliser l'investissement initial en premier lieu. Et c'est pour ça que ça amène, donc le phénomène de hold-up pousse la partie à sous-investir initialement, par peur d'être exploité par l'autre partie. Voilà. Alors, ART propose comme solution le contrat incomplet comme solution face à ce phénomène de problème de hold-up. Il explique que même si un contrat complet qui spécifie tous les détails, toutes les éventualités serait l'idéal, mais il est souvent impraticable. On ne va pas commencer dans un contrat à détailler tous les scénarios possibles. Et si l'autre partie ne souhaite pas investir l'investissement initial, et si l'autre partie commence à faire chanter, ce n'est pas possible dans un contrat, voyez-vous. Et donc, un contrat incomplet offre plus de flexibilité et permet donc de se défaire de cette rigidité d'un contrat complet qui, quand bien même, dans l'idéal, il détaille toutes les spécificités et toutes les éventualités, cela reste difficile à pratiquer. Voilà, il sera d'abord très long à lire et il y aura toujours effectivement des ficelles et des portes d'entrée. Alors, les contrats incomplets fonctionnent de manière optimale si les participants peuvent où les parties peuvent anticiper les bénéfices et les pertes éventuelles de manière implicite. Donc les deux parties savent plus ou moins sur quoi ils s'engagent en termes de pertes, mais en termes de bénéfices, de manière implicite, sans le noter sur le contrat, mais on le sait. Voilà. Et là, effectivement, ça permet de s'aligner sur les incitations sans la rigidité d'un contrat complet. Voilà. En effet, la capacité des parties prenantes à anticiper le profit suffit à garantir l'équivalence entre un contrat complet et un contrat incomplet. Et donc, cette anticipation de profit sert de point de référence et permet d'éviter la rigidité du contrat complet. Et donc, c'est sur ces explications que Hart a obtenu le prix Nobel. Ensuite, dans une autre illustration des travaux de Hart, il discute le choix entre intégrer deux entreprises ou les maintenir séparées. Donc, quelle stratégie, quel choix mettre en place? Faut-il intégrer deux parties ou les maintenir séparées? Alors, il nous explique l'avantage de l'un et l'inconvénient de cette même stratégie. En effet, il nous dit, lorsque l'investissement des deux parties est nécessaire pour créer la valeur, par exemple la mine de charbon, la centrale électrique dépendent l'une de l'autre pour créer de la valeur, eh bien, une intégration plus étroite peut être bénéfique. Parce que cette intégration va permettre de mieux coordonner les activités, assurer une synergie entre les deux entités, bénéficier d'économies d'échelle, et ce qui va aboutir à une maximisation de la création de valeur. Toutefois, cette intégration peut comporter des coûts, des inconvénients. Parmi ces coûts, Hart souligne notamment la désincitation à l'innovation. Lorsque deux entreprises sont intégrées, les incitations individuelles à innover peuvent diminuer. Donc, on est plus fort ensemble, l'un compte sur l'autre pour en innover et il ne se passe rien, alors que si on est
indépendant, on va chercher à innover pour conquérir le marché, pour se distinguer de la concurrence, pour convaincre ses clients de rester fidèles et éviter toute rétention ou attrition, éviter toute attrition ou risque de churn client et augmenter justement leur rétention. Alors, en plus donc de la désincitation à l'innovation, le second problème est un problème lié au conflit ou au contrôle de l'autorité, en d'autres termes à la gouvernance. Donc qui a le contrôle de qui? Finalement, on dépend l'une de l'autre. Donc en cas de conflit ou de désaccord, effectivement, sur des décisions stratégiques, la répartition des ressources peut entraîner des inefficacités et des pertes de valeur. C'est un peu comme un divorce. Donc voilà, on est intégrés, on dépend l'un de l'autre, mais en cas de désaccord, effectivement, cela pourrait engendrer un problème de gouvernance et une perte d'inefficience et d'inefficacité. Voilà, donc Art, effectivement, met en lumière l'équilibre délicat qu'il faut trouver entre l'intégration et la séparation pour bénéficier des avantages de l'intégration tout en évitant ces inconvénients qui sont liés à la désincitation à l'innovation principalement et à des conflits de gouvernance. Voilà. Alors, toujours en matière de gouvernance d'entreprise, cette fois-ci en partant de la théorie de l'agence de Jensen et McLean, où les actionnaires sont les principales, les dirigeants représentent les agents, eh bien Art dit qu'on pour un management plus efficace des agents, donc des dirigeants, le principal, qui sont les investisseurs ou les actionnaires, pourrait utiliser un contrat d'endettement. Voilà, donc Art reconnaît le rôle de l'endettement dans la discipline des dirigeants d'entreprise. Les actionnaires peuvent utiliser l'endettement pour inciter les dirigeants à maximiser les profits et à éviter la faillite en assurant une gestion prudente et attentive aux intérêts des actionnaires. L'allocation de contrôle peut être interprétée comme celle d'un contrat de dette. L'entrepreneur garde le contrôle tant qu'il n'y a pas de défaut, alors que c'est le financier qui reprend le contrôle en cas de défaut. Lorsque le contrôle du financier est optimal, l'entrepreneur va devoir se financer en moyen d'action avec droit de vote. Toutefois, lorsque son propre contrôle est optimal, donc l'entrepreneur sans contrôle est optimal, eh bien, il va devoir se financer sans droit de vote. Voilà, en moyen d'action sans droit de vote. Si une entreprise est en faillite, il pourrait être optimal de convertir ses dettes en actions ou en options d'achat et de vendre aux enchères l'entreprise. Donc souvent, les gens déclarent le bilan, posent le bilan, et donc, quand une entreprise est en faillite, ils perdent le tout. Donc là, Art propose une solution plus intelligente qui est donc de convertir la dette en action ou en option d'achat et de vendre aux enchères l'entreprise. Voilà mes chers abonnés, j'espère qu'à ce stade de la vidéo, vous avez compris l'essentiel des travaux de Oliver Hart sur la finance d'entreprise et les contrats incomplets qui peuvent être la solution la plus efficace pour lutter contre le phénomène de hold-up et les contrats d'endettement pour un management plus efficace des dirigeants par les actionnaires. Voilà. Alors, pour conclure et dans la continuité des travaux de Hart sur la gouvernance d'entreprise, celui-ci nous explique qu'une entreprise dont l'actionnariat est très dispersé peut souffrir d'un problème de gouvernance. Aucun actionnaire ne souhaite prendre le contrôle sur le dirigeant. C'est ce qu'on appelle problème de passager clandestin ou free rider problem. Alors, face à ce problème,
hein, de dispersion de l'actionnariat et qu'aucun investisseur ou actionnaire ne souhaite prendre le contrôle, plusieurs scénarios sont possibles selon Oliver Hart. Le premier scénario est que le dirigeant ou l'entrepreneur souhaite prendre le contrôle et acheter les actions via une offre publique d'achat à prix réduit pour améliorer la gestion de l'entreprise. Toutefois, aucun actionnaire ne va accepter de vendre ses actions à prix inférieur, tout en sachant que le prix va augmenter et par conséquent, l'acheteur ne va pas faire de profit, l'entrepreneur ne fera pas de profit. Donc les actionnaires sont conscients que les prix vont augmenter car l'intention de l'entrepreneur va se refléter sur les prix et donc ils vont refuser de vendre leurs actions à prix réduit. Ce qui est possible encore, c'est que l'acheteur ou l'entrepreneur pourrait faire en sorte que les actionnaires ne peuvent vendre leurs actions que les actionnaires qui ne vendent pas leurs actions ne puissent pas récupérer la totalité du surplus généré par l'entrepreneur. Voilà, donc si vous voulez, pour les actionnaires qui ne souhaitent pas vendre leurs actions à prix réduit, eh bien, après, ils ne vont pas pouvoir récupérer la totalité du surplus généré sur les actions. Et comme ça, l'entrepreneur ou l'acheteur récupère cette somme par ailleurs. Autrement, il ne fera pas de profit malgré ses efforts pour améliorer la gestion de l'entreprise. Deuxième scénario possible, un actionnaire important va être prêt à apporter ses parts à prix inférieur lors de l'offre publique d'achat. Donc là, c'est vraiment tout l'inverse. Donc soit ils refusent tous, parce qu'ils veulent gagner plus, étant donné qu'ils savent que les intentions de l'entrepreneur vont se refléter sur les prix et que les prix vont augmenter. Soit il y en a bien un qui détient une part importante d'actions et qui sera capable, qui sera d'accord pour vendre ses actions à prix réduit lors d'une offre publique d'achat. Troisième scénario possible, si un actionnaire détient une fraction suffisante d'actions, il est en mesure de contrôler lui seul le dirigeant. Toutefois, son contrôle ne sera jamais optimal, bien que cette prise de contrôle soit inférieure au niveau qui maximiserait la valeur de l'entreprise, pour reprendre les propos d'Oliver Hart. Donc, un dirigeant, vous savez, un actionnaire, d'abord, la gouvernance ne fait pas partie intégrante de son métier, il a d'autres entreprises, étant donné qu'il est actionnaire dans d'autres entreprises, donc le fait de vouloir gouverner tout seul le dirigeant ne sera pas la meilleure, enfin la solution en tout cas la plus optimale, hein, parce que ça ne sera jamais dans le sens où ça va maximiser la valeur de l'entreprise. Un acheteur, donc quatrième scénario possible, un acheteur peut acheter jusqu'à 5% des parts à prix actuel, donc à prix inférieur, avant que son intention ne se reflète sur les prix. Et après, il bénéficie de l'augmentation de la valeur de l'entreprise sur ses parts de 5% suite à la prise de contrôle, et ce qui peut être suffisant pour lancer une offre publique d'achat. Donc, il achète 5% avant d'améliorer la gestion de l'entreprise. Une fois qu'elle a amélioré la gestion de l'entreprise, les prix vont augmenter, il va bénéficier de ce surplus et automatiquement, il a le droit d'offrir une offre publique d'achat. Et là, il pourra effectivement acheter encore plus d'actions. Cinquième et dernier scénario expliqué par Oliver Hart. Un investisseur peut choisir d'acheter des blocs d'actions avant l'offre publique d'achat dans l'espoir de prendre le contrôle. Donc, c'est un peu comme le quatrième scénario, soit il achète 5% avant prise de contrôle des parts, soit il achète des blocs d'actions. Et là, il est encore plus puissant, il détient encore plus de parts dans l'entreprise. Alors, dernier point dans l'œuvre d'Oliver Hart. Hart applique aussi le contrat d'endettement à la finance de marché, hein, et il nous explique que les banques doivent, elles aussi, augmenter leurs capitaux propres, c'est-à-dire l'émission d'actions. Donc,
demander plus d'investissement, plus de liquidité de la part des investisseurs et des actionnaires lorsque le risque de faillite devient trop grand. It's too big to fail. Donc une banque, la faillite d'une banque peut entraîner la faillite de l'économie tout entière. Donc il faut être vigilant aux signaux. Voilà, et donc la solution est effectivement d'augmenter les capitaux propres et l'émission d'actions, hein, pour justement préserver, protéger la banque de la faillite. Alors, il y a des mécanismes qui peuvent être utilisés par la banque pour identifier son risque de faillite. C'est ce qu'on appelle les prix Credit Default Swap, les CDS, Credit Default Swap. Donc, à un certain seuil des CDS, la banque peut effectivement savoir qu'elle risque la faillite, qu'il y a un risque accru sur le marché d'une faillite, puisqu'elle a accordé beaucoup de crédits à des personnes à défaut de paiement. Eh bien, et dans ce cas-là, effectivement, elle est en droit d'augmenter ses capitaux propres pour absorber la faillite. Hein, voilà. Et donc, les mécanismes basés sur le prix des Credit Default Swap constituent une assurance au cas où les détenteurs de la dette de long terme ne seraient pas en mesure de rembourser la totalité de leur dette à la banque. Voilà. Bon, mes chers abonnés du channel de l'amour de la science, j'espère que vous avez compris les travaux de Oliver Hart sur la finance d'entreprise, la théorie des contrats incomplets, la gouvernance d'entreprise et le dernier point, son application à la finance des marchés, donc en prenant l'exemple des banques. Alors, mes chers abonnés, on a fini le résumé des travaux de Oliver Hart. Je vous dis see you soon pour vous faire découvrir un nouvel grand auteur et enrichir vos connaissances scientifiques. See you soon!